Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision La Barry. Une édition d'information qui reçoit ce soir comme invité le jeune écrivain M. Michael David. Il est auteur d'un témoignage au-delà de l'impossible. Alors, le temps de parcourir ce témoignage, retenez que ce fait divers donc d'un énième cas d'accident sur la même route, celle du Goudel en venant du quartier Losugungu, une course-poursuite entre deux véhicules Faba au sud des riverains qui disent en avoir ras-le-bol de l'insouciance de ce chauffeur de transport en commun. Le résumé de ce fait divers avec Ousmane Sidikou sur des images de Sadoui. Du sang humain un peu partout sur le goudron. Et sur ce même goudron, non loin, un véhicule de transport en commun complètement concassé. C'est la triste résultante d'une course-poursuite engagée par deux véhicules Faba avec des passagers à leur bord. Excédé par une telle insouciance doublée de cette inconséquence de ses conducteurs, un riverain en appelle aux autorités car témoin de cet accident grave. Nous voulons que des mesures soient prises par les autorités à travers des cassis érigés sur la voie. Comme ça, ces chauffeurs sauront véritablement qu'ils circulent en ville. On dénombre 3 blessés, dont 2 plus graves. Encore dont le propriétaire de Faba et une fille. Les autres, ce ne sont que des égratignures. Des conducteurs de ces véhicules Faba qui pourtant n'en sont pas à leur premier impair. Ces conducteurs de Faba, nous en avons eu des greffes depuis le commencement de leur passage ici à Goudel. Non seulement ils stationnent n'importe comment, et la preuve, on en est à notre 4e cas d'accident très grave. On les a assez prévenus pour qu'ils ne viennent pas après nous dire que ce ne sont pas faits exprès. Sinon, ils risqueraient de la prendre à leur dépens avant que même les gens accourent en cas d'accident. Certes, on ne déplore aucune perte en vie humaine, mais en attendant que des innocents paient de leur vie, la désinvolture de certains fous du volant, des mesures de part et d'autre doivent être prises, ce pour éviter le pire. Nous en venons à notre invité, je l'annonçais donc, il s'agit du jeune écrivain Michael David. Il est auteur d'un témoignage au-delà de l'impossible. Ce témoignage, vous allez en savoir un peu plus. Bonsoir Michael. Bonsoir. Et merci de nous accorder cet entretien. Je rappelle que vous êtes auteur d'un témoignage au-delà de l'impossible. Vous êtes un jeune écrivain. Alors, qui est Michael David d'abord ? Alors, avant tout, j'aimerais dire bonjour à madame et monsieur et au peuple nigérien. Je vous dis bonjour, enfin bonsoir, évidemment. Et je dis bonjour parce qu'en France, souvent, même s'il fait soir, on dit bonjour aux gens. Donc, je vous dis bonsoir. Oui, je suis Michael David, alias Abdelaziz, et je suis l'auteur de ce livre-là. C'est un témoignage de ma vie que j'ai mis à l'écrit afin que les personnes puissent en procurer pour pouvoir faire face souvent lorsqu'ils sont confrontés à certains problèmes. Alors, au-delà de l'impossible, parlez-nous brièvement de ce témoignage. Oui, au-delà de l'impossible, parce que en fait, chaque phrase que j'ai utilisée dans ce livre-là fait partie du titre au-delà de l'impossible. Pourquoi au-delà de l'impossible? Parce que j'étais un enfant illettré jusqu'à l'âge de 15 ans et je vous rappelle que j'ai commencé l'école à l'âge de 16 ans. L'âge de 16 ans? Oui, pour la première fois de ma vie, j'ai commencé directement au lycée en France, où je fus le premier de la classe à la fin de l'école. Et donc, pourquoi au-delà de l'impossible? Parce que il y a vraiment tout un ensemble de vies qui se revendiquent qui se revendique un sens afin que nous puissions lui
afin que nous puissions l'expliquer dans des contextes raisonnables pour les gens et qui se retrouvent malheureusement dans des situations difficiles. Alors, quelle a été votre inspiration? Alors, mon inspiration, ça a été vraiment suite à... J'ai toujours eu l'envie d'écrire. Dès que je suis arrivé en France, je disais aux gens qu'un jour, je sortirai mon livre afin que je puisse partager mon histoire et aussi les gens avec qui j'ai eu à parler afin de recueillir leurs témoignages pour les mettre dans ce livre-là. Donc les gens ils m'ont dit, écoute, étant donné que tu ne parlais pas déjà bien français, tout ce que tu as fait pour le moment, il faut d'abord que je puisse apprendre la langue française. Donc ça fait partie aussi un peu de mon intégration en France. Donc je me suis mis à recopier le dictionnaire sans le comprendre. Donc j'ai pris le dictionnaire, je l'ai recopié comme ça sans comprendre les mots. Mais vous savez que le cerveau il a un mécanisme très extraordinaire. À force de répéter les choses souvent et ça finit par ancrer dans la tête. Donc voilà comment j'ai appris, je peux dire, voilà comment j'ai eu les bases de la langue française. Il n'y a pas que le dictionnaire, même des Becherel, les livres de conjugaison, je les recopiais sans comprendre pourquoi. Alors, pouvez-nous lire un extrait de votre choix? Vous lire? Oui, un extrait. Alors, oui, bien sûr, je peux vous lire un extrait, et c'est vers la fin, où j'ai dit que je ne suis qu'une étoile parmi tant d'autres qui contribuent à l'éclaircissement de la nuit avant l'apparition du soleil. C'est un peu métaphorique en fait, c'est un peu parce que dans mon livre il n'y a pas que ma vie, il y a aussi ceux des enfants de la rue, il y a aussi des personnes comme aux États-Unis avec qui j'ai eu à parler. Donc il y a aussi des phrases philosophiques aussi, des phrases qui nous poussent à la réflexion et afin que nous puissions vraiment avoir une rationalité et qui nous lie pour que on puisse créer entre nous une grande diversité. Michael David, je rappelle que vous êtes un franco-nigérien. Oui. C'est bien cela? Oui. Et à travers ce livre, Au-delà de l'impossible, quel est le message que vous avez bien voulu transmettre? Alors, le message, c'est avant tout, je souhaite à ce que l'humanité puisse avoir un autre regard sur les conditions des enfants. C'est vraiment très dur, surtout lorsqu'on est un enfant de la rue, car moi j'étais un enfant de la rue. Certes. Un enfant de la rue à Niamey ou bien en France? Pas à Niamey, pas à Niamey ni en France, mais dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. J'étais un enfant de la rue au Maroc, j'étais un enfant de la rue en Algérie, j'étais un enfant de la rue au Libéria, j'étais un enfant de la rue en Guinée-Conakry, j'étais un enfant de la rue au Mali, j'étais un enfant de la rue au Togo, j'étais un enfant de la rue Burkina Faso, ainsi de suite. En fait, vous voyez, donc il n'y a pas que le Niger, parce que moi, lorsque j'étais ici au Niger, j'étais un vendeur ambulant. Je vendais des sachets plastiques dans les marchés. Je ne mendiais pas parce que je voulais toujours être le maître de mon destin. Je ne veux pas me lamenter de mon histoire, je ne veux pas aller vers tout ce qui est facile. Vous savez, c'est très facile d'aller mendier. Donc moi, je vendais avec ça, j'arrivais à m'acheter des claquettes et aussi à faire plaisir à ma grand-mère, que son âme repose en paix. Et revenons un peu sur le message que vous avez bien voulu transmettre. Alors, le message, je souhaite vraiment à ce que l'ensemble de l'humanité puisse vraiment reconsidérer leur regard sur les conditions de vie des enfants. Parce qu'un enfant, c'est lui le décideur de demain. Et nous, les jeunes aujourd'hui, nous sommes les décideurs d'aujourd'hui. Donc, vraiment, un enfant bien éduqué, c'est vraiment celui qui va transmettre les valeurs, d'une humanité solide en fait. Il faut vraiment à ce que nous puissions vraiment créer un monde solidaire, afin que ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont les moyens puissent vivre dans un environnement prospère.
Donc c'est vraiment à ce que l'humanité puisse revoir ce regard-là sur les enfants, car les enfants constituent vraiment l'avenir de ce monde-là, malheureusement. Heureusement, je vais dire, malheureusement, du fait que les gens n'ont pas compris. Alors, dans votre livre, j'ai lu un extrait où vous avez parlé, vous avez bien dit que vous avez été violé, c'est bien cela, au Maroc. Alors, décrivez-nous cette tragédie. Oui, effectivement. J'ai subi des violences physiques et psychologiques lorsque j'étais au Maroc, alors que je n'avais que 13 ans. Et j'étais là en train de marcher dans le fond de la forêt, vers Nador, que ce drame-là s'est produit. Mais aujourd'hui, je suis là, un grand garçon. Je pense qu'aucun homme peut s'imaginer à s'attaquer à moi, étant donné que je ne suis plus un enfant. Donc il y a ça, il y a aussi ce message-là aussi, malheureusement, où les enfants sont maltraités toujours, comme j'ai dit, et les gens ils n'ont pas vraiment un vrai regard, surtout dans les pays arabes. Ils ont vraiment un regard avilissant sur les Noirs. Ils ne considèrent pas vraiment tout à fait les Noirs. Je ne dis pas que tous les Arabes sont pareils, mais en tout cas, moi, ceux avec qui j'ai vécu pendant un laps de temps lorsque j'étais au Maroc et même en Algérie, ceux-là, vraiment, ils me donnaient pas, en tout cas, envie de les côtoyer. Je me rappelle également aussi, lorsque je suis arrivé à Rabat, et vers mes 15 ans, je partais au marché. Il y a un couple marocain qui était dans une voiture et qui m'a croisé de la rue, étant donné qu'ils m'ont vu, un enfant, parce que je pense qu'ils me trouvaient mignon en fait dans ce moment-là. Ils m'ont accosté. Et le monsieur qui était dans sa voiture, dans une Mercedes noire avec une femme, ce monsieur-là, il me demandait si je vais faire l'amour avec lui, alors qu'il y a une femme qui est à côté. En fait, vous voyez, c'est vraiment horrible. Horrible. Enfin, vraiment, ces gens-là, lorsqu'ils voient un noir, ils voient comme un objet de séduction ou bien un esclave, en fait, malheureusement. Alors, c'est autant donc de tragédies que vous avez bien voulu faire un témoignage dans votre livre, donc au-delà de l'impossible. Après donc ce livre, est-ce que Michael a d'autres ambitions maintenant? Oui, bien sûr, j'en ai encore. D'ailleurs, mon deuxième livre est en cours de finition. Je l'ai intitulé Est-ce le sens de l'humanité? Ouais, parce que aujourd'hui, je suis vraiment sidéré quand je vois toutes ces bêtises humaines, surtout lorsqu'il s'agit de l'incompréhension envers les autres. Parce que c'est très important, et c'est très important la compréhension. Souvent, les gens ne savent pas. Un seul mot peut détruire quelqu'un. Voilà, un seul mot peut détruire quelqu'un. Donc, je ne sais même pas pourquoi les gens ils dépensent autant d'argent et autant d'efforts dans l'armement, alors que un seul mot peut détruire un être humain. Ouais. C'est dommage. Oui, Michael, vous êtes également le président de l'association volontariste d'aide aux enfants en situation difficile pour l'espoir de l'humanité, c'est bien cela? Évidemment. Présentez-nous cette association. Alors, cette association, en fait, elle a vu le jour depuis les États-Unis, mais elle est créée en France. En fait, c'est suite à la visite de ma maman à l'hôpital à la maternité centrale, à la maternité centrale à Niamey ici. J'étais là-bas, j'ai vu les conditions affreuses dans lesquelles ma maman est décédée. Donc, je me suis dit, en tant qu'être humain et aussi en tant qu'un enfant de la rue, vu aussi mon passé, je ne peux pas rester les bras croisés. Donc, j'ai créé cette association afin de garantir dans les limites de mes capacités une éducation au même titre que les enfants que les enfants dans les pays développés comme la France, les États-Unis. J'ai beaucoup visité les États-Unis, donc j'ai vu vraiment
les conditions dans lesquelles les enfants sont là-bas. On peut voir un enfant de 7 ans, 6 ans, l'enfant il a déjà créé une application mobile ou bien il a déjà créé un jeu, vraiment les enfants ils font beaucoup de la technologie. C'est pour cela qu'aujourd'hui moi aussi j'ai aussi une formation de robotique. Je souhaiterais aussi les partager aussi ici au Niger et même de l'Afrique de l'Ouest avec les enfants, afin que ces enfants-là puissent créer leur propre objet connecté, leur propre robot, leur propre application. Voilà. Michael, pour finir, votre mot de fin? Alors, mon mot de fin je souhaite vraiment à ce que nous puissions vraiment partager le savoir, parce que vous savez que dans la vie, il n'y a pas que l'argent que nous pouvons partager ou bien échanger. Parce que pour moi, lorsque j'ai un savoir, je veux le partager et je resterai toujours gagnant de ce savoir-là. Ce que je veux dire par là est que le fait de partager ce savoir-là, ce savoir, il m'appartiendra toujours. Je ne serai jamais dépossédé de ce savoir-là et je gagne toujours. Et vous aussi, vous allez aussi avoir accès à mon savoir. Donc, j'interpelle vraiment à toute la jeunesse nigérienne et tous les acteurs de la société et même de l'Afrique, dans le monde entier aussi, à ce que nous puissions vraiment collaborer et aller de l'avant, ne pas créer la compétition entre nous, parce que je considère qu'à partir du moment où vous êtes en compétition avec l'autre, vous serez prêt à le tuer ou bien à lui faire du mal pour être meilleur. Moi, je ne suis pas dans un état d'esprit d'être meilleur, mais je souhaite être meilleur avec les gens. Voilà, être meilleur avec les gens, c'est donc Monsieur Michael David. Je rappelle que vous êtes auteur du livre un témoignage donc au-delà de l'impossible, un livre à lire et à faire lire. Oui. Merci bien, Monsieur David, et bonne chance. Je vous remercie à vous. La suite de cette édition avec du sport et de la natation. La Ligue régionale de natation de Niamey a organisé hier une compétition. D'autres détails dans ce reportage signé Michel Légy. Ce sont au total 5 clubs qui participent à cette compétition de présélection qu'organise la Ligue régionale de Niamey dans le souci d'aboutir à la mise en place d'une seule équipe représentative et dynamique capable de représenter valablement la région de Niamey aux prochaines compétitions de natation. Ça fait un bout de temps, on n'a jamais eu d'équipe régionale à Niamey. On fait que travaille toujours dans le néant. Et que nous, on a eu cette idée, on a dit, bon, cette fois-ci, on va mettre la toute première équipe régionale qui va représenter, on ne sait jamais, au niveau international ou bien régional. Une vision stratégique qui est soutenue par la direction de la piscine olympique qui salue l'initiative. Vous n'êtes pas sans savoir que la natation, c'est un des domaines clés des sports. Et la natation fait partie des disciplines olympiques et c'est une discipline phare à Niamey aussi. Donc, si la piscine regroupe un certain nombre de nageurs, des plus jeunes aux plus grands, nous ne pouvons que dire que la Ligue de Niamey est en train de faire vraiment de son mieux, parce que la jeunesse a besoin de ces activités pour se réjouir, de ces activités sportives pour participer au développement du sport au Niger. Au terme de la présélection de ce samedi, les compétitions vont se poursuivre avec les nageurs du club sahélien, du club Ballon Bleu et des clubs de natation de l'AS Police, de la Garde nationale et de la Gendarmerie nationale qui seront représentés à travers leurs meilleurs nageurs dans l'équipe de natation de la région de Niamey. L'actualité hors de chez nous, partons à présent dans le sud du Mali où des organisations non gouvernementales luttent contre le mariage précoce des jeunes filles. Dans certaines régions de ce pays voisin, un tiers de petites filles sont mariées avant leur majorité. Alors, pour faire évoluer les mentalités et changer la tradition, ces ONG s'appuient sur la communauté locale.
Tous les pupitres de l'école de Farakala sont dans la cour et les élèves aussi. La leçon du jour est un peu particulière. Des sketchs humoristiques pour sensibiliser à la question du mariage et des grossesses précoces, le tout joué par des élèves de l'école. C'est plus facile de faire la morale avec de l'humour. Dans les sketchs, on parle des garçons qui s'intéressent aux filles au lieu des études, des choses comme ça. Comme on est aussi des élèves, on peut en parler plus facilement aux autres. Le lendemain, nous retrouvons les petits acteurs en pleine leçon de mathématiques, mais en fin de matinée, les voilà devenus professeurs. Donc il y aura 3 volets, les conséquences sociales, les conséquences scolaires et les conséquences économiques de la grossesse précoce. C'est bien compris. Je m'appelle Aminata Sangaré et je suis sensibilisatrice à l'école de Farakala. Utiliser les jeunes et l'éducation comme moyen de prévention, c'est le pari de l'ONG Save the Children qui appuie les activités des écoles de la région. Plus les filles restent à l'école, ça retarde le mariage précoce. C'est pour cela que nous faisons constater, c'est de faire en sorte que les communautés comprennent l'importance du maintien de la fille en classe, de les laisser étudier et de se marier plus tard. Dans cette région du Mali, 60% des filles ne vont pas à l'école. Fatma est tombée enceinte à 17 ans. Elle a eu du mal à reprendre les cours. Quand j'ai accouché, je devais m'occuper de l'enfant, faire les biberons. Je n'avais plus le temps de venir en classe. Avoir eu cet enfant à cet âge-là, ça a été très compliqué. Je discute de ça avec mes amis et je leur dis de ne pas faire la même erreur. Ce projet est encore récent, difficile d'en mesurer l'impact, mais il va être étendu à d'autres écoles de la région. Au Libéria, cette mystérieuse cyberattaque sur l'ensemble du réseau Internet du pays qui peut en vouloir à ce petit pays d'Afrique de l'Ouest où à peine 6% de la population dispose d'une connexion Internet fixe. Pour l'instant, le mystère reste entier. L'attaque a visé l'unique câble Internet du Libéria, que l'on voit ici en train d'être installé. Un câble sous-marin comme il en existe sous l'océan Atlantique ou le Pacifique et qui relie en réseau le monde entier. Concrètement, pendant plusieurs jours, les coupures intempestives, régulières et prolongées dans l'accès au web se sont multipliées. La technique utilisée n'est pas sans rappeler l'opération du 21 octobre dernier, une attaque d'ampleur qui visait à saturer des serveurs américains. Depuis le mois de juillet, on observe qu'un acteur étatique essaye de tester un outil de déconnexion de la totalité d'un pays ou de déconnexion de la totalité d'un opérateur réseau de l'Internet. Mais alors, pourquoi s'en prendre au Libéria ? D'après les experts en cybersécurité, les attaques contre ce pays d'Afrique de l'Ouest, où seulement 6% de la population est connectée à Internet, seraient en réalité un test grandeur nature, en vue d'une attaque bien plus puissante, visant par exemple à paralyser les câbles Internet transatlantiques. Les plus alarmants évoquent la journée de l'élection présidentielle aux États-Unis. Ce sont des acteurs qui vont avoir plutôt intérêt à montrer qu'ils ont la capacité de faire une attaque que de faire l'attaque elle-même. On est dans une situation un peu de dissuasion. C'est quelque chose à prendre en compte dans les calculs stratégiques de ces différents États. Pour l'heure, personne ne sait qui est derrière l'attaque contre le Libéria, qui sont ces hackers qui veulent tester les défaillances du réseau ou ceux qui les dirigent pour des raisons plus mercantiles ou stratégiques. Mais au rang des puissances en pointe dans la cyberguerre, la Russie tient le haut du pavé. Aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite avant le jour du scrutin. Les deux principaux candidats se concentrent sur les États indécis. Donald Trump et Hillary Clinton, chacun dans leur style, mènent une course folle pour convaincre donc les électeurs d'aller voter et de faire surtout le bon choix. Après Beyoncé et Jay-Z, hier, c'était au tour de la chanteuse Katy Perry de faire le show pour la candidate démocrate, toujours à la recherche de voix.
Lundi, je serai de retour à Philadelphie avec le président Obama et Michelle Obama. À 3 jours de la date fatidique, la technocrate est en quête de popularité et n'a visiblement pas d'autre choix que de faire appel aux autres pour gagner dans les états décisifs où elle compte se rendre jusqu'au dernier jour. Course contre la montre aussi pour Donald Trump. Il a prévu de visiter pas moins de 11 États en 3 jours. Pas de star du show business à ses côtés. C'est sa femme que le républicain accusé de sexisme a choisi comme faire valoir. Donald est un merveilleux mari, père et grand-père. Il est fort, il est déterminé, audacieux et résolu. Il est aussi plein de compassion, prévenant, généreux et aimant. Aujourd'hui, tout est encore possible. L'enquête relancée sur la messagerie privée de la candidate démocrate a clairement rebattu les cartes. Selon les sondages au niveau national, l'avance d'Hillary Clinton n'est plus que de 2,3%. Et en Floride, un État extrêmement important pour les deux candidats, l'écart est encore plus serré. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.